What it do, baby? Épisode 69, 69. On est là. Deuxième confinement, tu sais quoi? On est là. On a commencé un petit peu avant le premier. On a donné 68 épisodes, puis on continue d'avancer. Et cette semaine, on est avec nul autre que Phil Marquis, ma main man Phil Marquis, qui avait beaucoup de choses à dire. C'est vraiment inspirant à l'écouter parler, c'est le fun. Puis j'ai appris plein de choses. Phil, c'est un de mes boys dans la vie, tout le temps là pour me donner de la positivité. Puis j'essaie de faire la même chose pour lui parce que c'est un great man. Donc de l'avoir sur le pod, pour moi, c'est très important. Mais aussi, là, on est lundi, donc vous pouvez nous suivre sur Instagram, mais à chaque lundi, je fais le recap de la NFL sur Instagram. Je vous montre les meilleurs jeux, les meilleurs trucs qui se sont passés. Allez les écouter, ok? Parce que l'affaire est longue. C'est long de trouver toutes les vidéos, puis toutes les mettre en story. Donc, allez nous encourager en allant les regarder ou en achetant le gear sans restriction sur le www.classiquekr.ca. Ça assure la pérennité du pod. Puis ça fait en sorte qu'on peut continuer en studio, parce que là, on est à distance. Là. Donc, il va y avoir autant des podcasts en studio que des podcasts faits à la maison, parce qu'on avait déjà une banque de podcasts faits à la maison. Mais aussi, avec le deuxième confinement, on veut respecter les règles le plus possible. Donc, www.zonekr.ca. On est rendu avec des jerseys de hockey et il y a des gens qui ont acheté des jerseys, j'en reviens pas, ok? Probablement les jerseys sont très fous, là. Mes amis de V-Nation, c'est les meilleurs pour faire les jerseys, puis je leur donne une plug sans qu'ils payent, mais je m'en fous parce que c'est des gens exceptionnels. Mais le premier qui a acheté les jerseys, c'est Christian Généreux. Donc tous ceux qui vont acheter les jerseys, je vais vous nommer sur le pod puis vous dire à quel point je vous aime, parce que man, ça nous permet de continuer à faire des podcasts. Nous, on ne croit pas au Patreon. On veut pas faire de Patreon puis vous forcer à payer par mois. On veut que si vous achetez quelque chose, ça s'en va directement dans la banque du pod, mais vous avez un item comme une tasse, une tuque ou whatever. Donc, merci. Beaucoup de bons mots pour le podcast avec Jonathan Sénécal la semaine dernière, excusez-moi. Donc, si vous l'avez manqué, allez l'écouter. Et finalement, je sais que ce soir ou demain, c'est le NHL Draft. Donc, si tu veux te préparer comme il faut, finis le podcast que tu t'apprêtes à écouter avec Philippe Marquis et va retourner écouter le podcast sur le draft. Je pense qu'on a le meilleur, avec Charles Pellerin et David Bocage, le meilleur draft podcast qu'il y a pas. Je pense qu'on a été vraiment in-depth. Donc, si tu veux être prêt, puis faire les choses comme du monde, puis savoir que qui sort après Alexis Lafrenière, mais retourne écouter le podcast. Sinon, sur ce, merci à Bruno, partenaire du pod, Mathieu Brutus, qui fait la musique pour le pod. Puis, man, je pense que c'est le temps. On s'en va écouter ma main man. Main man. Et quelqu'un qui m'a dit, Kev, c'est toi tes main man ou tes main girl? Damn right! Ma main man, Phil Marquis, baby! Yeah! Ok, je suis vraiment content de l'avoir sur le pod, ce gars-là, parce que je me rappelle quand j'avais fait une entrevue avec lui sur le Kevin Raphaël Show, on était remote. Fait qu'on était, je pense, via FaceTime. Puis, malgré le fait qu'on était via FaceTime, il y avait une belle chimie. C'est quelqu'un que j'adore, regarder faire son sport, mais que j'adore suivre sur les réseaux sociaux. Positivité, sous positivité, sous positivité. Ma main man, Phil Marquis, comment ça va, man? Salut Kev, merci pour l'intro, ça fait plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Bon, là, juste pour situer les gens, parce que moi, tu m'as surpris quand tu m'as dit ça. Là, pour toi, parce que là, en ce moment, il est midi, j'ai mon... je vais ouvrir ma bouteille de rhum. J'ai ma bouteille de rhum juste ici. Il est midi, nous autres. Toi, il est 10h parce que t'es comme au Colorado? Exact, ouais, je suis au Colorado depuis environ 1 an. J'ai déménagé ici... pas mal à temps plein. Je dirais, là, j'essaie de revenir au Québec le plus souvent possible, mais j'ai pris une job en 2019, là, quand j'ai pris ma retraite du sport, du ski acrobatique. Puis j'ai une job avec le club de ski de Vail depuis ce temps. Puis vraiment nice. Je trouve ça un peu tôt peut-être pour commencer le rhum à 10h, mais vas-y, sois mon guest, puis garde-toi. Oh my God! Mais là, c'est quoi qui fait en sorte que tu décides d'aller à Colorado? Parce que oui, la job, tout, mais c'est quand même un changement de vie complet de Québec, là. Ouais, puis c'était des circonstances, je pense, qui ont fait en sorte que j'ai accepté cette position-là. J'ai pris ma retraite, moi, après 2019, après une belle carrière, vraiment. Puis Ben oui. je savais pas trop où me diriger, mais chose certaine, j'étais pas 100% certain que j'étais prêt à faire un move
pour avoir une job là, lundi au vendredi, style bureau, ou retourner à l'école à temps plein aussi. C'était deux options qui me travaillaient un peu, mais j'étais pas prêt à vraiment prendre cette direction-là. Fait que quand j'ai eu cette offre de venir ici, je pense que c'était un peu un rêve là, depuis que j'étais jeune de passer un hiver puis peut-être une année dans les montagnes rocheuses. Puis je sais qu'aux États-Unis, le club de Vail, c'est probablement un des clubs qui a la plus grande notoriété là, de créer des super skieurs américains. Fait que c'était une belle opportunité pour moi à un moment peut-être critique aussi. Là, les circonstances faisaient en sorte que je pouvais dire oui à cette offre-là, là, sans me dire que je vais déménager à temps plein ici, mais ça fait un an, puis là, j'ai un autre contrat d'un an qui va terminer à la fin de l'hiver 2021, si on croise les doigts, si on peut avoir un hiver. Mais là, c'est quand même fou, OK? Parce que t'es un de nos greatest talents canadiens, puis là, tu vas créer des great talents américains. Avoue, hein, non, tous les Canadiens qui ont su que je voulais aux États-Unis, ils étaient là, il faut que tu gardes des secrets canadiens, là, commence pas à dire c'était quoi votre sauce secrète là, toi puis Mick, puis Marc-Antoine, puis les boys. Fait que non, mais écoute, je suis passionné de ce que je fais, que je donne mon 110, tu sais, j'essaie de vraiment m'impliquer à 100%, puis de partager mon savoir pour donner une chance à ces jeunes Américains de parvenir à leur rêve aussi, puis de vraiment poursuivre leurs objectifs. Fait que c'est une belle expérience, c'est cool. Honnêtement, je trippe vraiment. J'ai une gang de jeunes entre 15 et 20 ans, je dirais. Fait que je travaille avec Wow. des jeunes qui sont vraiment les deux pieds dans le sport, là, qui sont dans du sport-études, qui veulent. Fait que j'ai pas besoin de faire du babysitting là, dans mes entraînements. Là, c'est vraiment du monde qui veulent travailler fort. Mais là, le Rona, c'est comment là-bas? C'est comment le coronavirus là-bas? Est-ce que les gens paniquent? Est-ce que les gens, ils veulent pas mettre de masque? Ils font des manifestations? Ou... Ben ben, tu sais, tout le monde le voit dans les médias là, c'est sans surprise que les États-Unis font pas une super job. Je pense que c'est pas surprenant, mais en même temps, moi tu sais, je suis dans une vallée de montagne, là, fait que je suis un peu, tu sais, j'étais à 2 heures de Denver environ. Puis ici, Ah. sérieusement, tu sais, quand je fais mon épicerie, quand je vais faire mes commissions, mes courses, tout le monde a un masque, là, c'est super bien, honnêtement. Ce qui va être difficile peut-être pour Vail, puis le comté dans lequel j'habite, c'est que c'est très, très touristique. Fait que là, en ce moment, c'est un peu la Hmm. période morte, là, surtout en allant vers l'automne. On est à la fin du mois d'août en ce moment. Puis, on peut s'attendre que décembre, là, il y a beaucoup, beaucoup de monde d'un peu partout dans le monde qui viennent ici pour skier. Fait que ça sera peut-être un épicentre à ce moment-là. Là, on va voir comment les autorités gèrent la crise ici, mais aux États-Unis, ça n'a pas été fort. Honnêtement, on dirait qu'ils ont peut-être pas le bon leadership en place pour mettre en place toutes les préventions puis les méthodes de sécurité adéquates. Mais autour de moi ici, c'est bien. Le coaching est particulier parce qu'il faut que je coach dès qu'on est à l'intérieur, il faut que j'ai un masque. Donc, coacher avec un masque, ceux qui, un peu dans le monde des médias aussi, on est des gens qui parlent beaucoup. Ouais. Fait qu'avec un masque, c'est un peu achalant, là. On se le cachera pas, mais au moins on est capable de maintenir un horaire quasi normal d'entraînement. Puis on fait beaucoup d'entraînement extérieur, ce qui nous aide beaucoup. Mais tu sais, bon, tu vois, moi je suis coach à Collège Laval, là, puis j'ai fait ma première pratique avec le masque, puis oh my god, tu sais, c'est pas compliqué parce que les médecins ils mettent le masque puis ils font des chirurgies toute la journée. Mais c'est juste comme le masque qui tombe en bas de ton nez, mais c'est de le replacer, puis c'est tout le temps de vu on n'est pas tout le temps habitué d'avoir un masque, mais c'est comme de tout le temps le replacer, puis de tout le temps essayer que tout soit correct. Toi, est-ce que tu sais, t'as un masque dans la vie, mais c'est un casque. Tu sais, fait que est-ce que tu c'était la... Non, mais tu sais, est-ce que c'était la panique, toi? Euh, non, j'étais un peu... tu sais, je suis revenu au Québec pendant 2 mois, là, le mois Ouais. d'avril, mais j'ai eu la chance de le passer à mon chalet à Stoneham. C'était vraiment cool. Puis j'essayais de rester en contact avec mes athlètes, puis j'essayais de voir ce qui allait se passer au niveau de la pandémie. Puis éventuellement, je suis revenu aux États-Unis en début juin parce que nos entraînements recommençaient. Puis là, il a fallu s'ajuster évidemment avec le port du masque, tout ça. C'est achalant. Puis je pense ce qui est vraiment plus dur en plus pour nous, c'est vraiment de toujours parler. Puis parler avec un masque, c'est que ton masque bouge toujours, descend en Mm. bas de ton nez. Puis ça, pour moi, c'est tannant. Puis je pense que tu le vis aussi en coachant le foot. Je sais pas comment ça se passe pour les joueurs de foot, s'ils ont besoin de mettre un masque à l'intérieur de leur casque, mais
tout ça est un peu nouveau, puis c'est un peu achalant, puis honnêtement, c'est difficile de dire dans quelle direction on va s'en aller, puis de voir ces mesures-là être enlevées à court terme du moins. Là. Fait que j'ai hâte de voir comment si tu vas avoir une saison de foot. Je sais pas ce qu'il y en est de ton côté. Même chose pour le la ski. merde, là. Heureusement, en ski, on porte souvent des masques aussi juste pour se protéger du vent, du froid, de la neige. On a l'habitude d'avoir des buffs ou de n'importe quel genre de cagoule. Mais il y a bien des sports que c'est une grosse question dans l'air. Fait qu'on va voir avec l'école qui recommence. Là. Ici, ça a recommencé cette semaine. Au Québec, je pense que c'est sur le bord ou sur le point de recommencer si c'est pas déjà fait. Fait que ça va être intéressant de voir le sport scolaire, comment ça va évoluer dans les prochains mois. Est-ce que... comment je pourrais dire ça? Est-ce que tu portes ton gear Team Canada pendant que tu vas coacher les Américains? Pas tout le temps, mais oui, ça m'arrive de le faire. Je pense, je suis fier de où je viens, puis je le sais que je coach aux États-Unis en ce moment, puis c'est une expérience comme une autre, mais oui, je suis fier de mes racines. Je suis fier d'avoir été aux Olympiques, d'avoir représenté le Canada. Je suis fier du Québec aussi. Fait que souvent je mentionne le Québec, je mentionne le Canada, je porte mes bas Team Canada, je porte mon chandail Team Canada, je porte mon hoodie Team Canada, je porte ma casquette Team Canada. Fait que ça devient clairement. Puis je pense que mes athlètes respectent ça beaucoup. Ils sont fiers d'avoir un coach canadien là. En tout cas, c'est l'impression qu'ils me donnent. Fait que c'est cool. Puis genre partage beaucoup de mes propres histoires. Là. Je suis encore jeune, j'ai viens de prendre ma retraite. Fait que pour eux autres, je suis quand même un athlète qui ont vu performer aux Olympiques en Coupe du Monde. Fait que c'est cool de leur montrer mon gear. Puis je pense que pour eux autres, dans un sport amateur comme le nôtre, pour eux autres de voir les anneaux olympiques sur un gear, c'est cool, c'est inspirant au bout. Puis moi, je chope un peu là, je représente. Mais bon, eux autres doivent capoter. Parce que là, toi, t'as fait 2 jeux. OK? Puis moi, je me rappelle, donc, c'était... Sochi, c'est la première médaille d'or de Mick, si je me trompe pas. Sochi, c'était Bilodeau avait gagné, puis Mick avait fait deuxième. Été deuxième, c'est ça. OK, c'est ça, c'est la première médaille de Mick. Puis j'avais vu, t'étais là aussi, puis j'ai dit... Yo, pourquoi il y a personne qui me parle de ce petit patinet-là aussi? Il me semble qu'il est bon aussi. Puis, tu sais, je te voyais à l'entrevue, puis je te trouvais full bon, puis j'ai dit, yo, tu sais, dès 2014, j'avais fait, yo, ce gars-là va faire de la télé plus tard. Tu sais, t'as comme un bon talent de communicateur. C'est quoi de ton expérience des Jeux Olympiques que tu peux communiquer à ces kids de 15, 16, 17, 18 là? Premièrement, t'es bien smart, t'es vraiment fin. Non, t'es ma dude. Tellement de choses, tu sais, ma carrière sur l'équipe nationale, ça a été 12 ans, 2 Olympiques. Puis mes Olympiques, j'ai jamais été au sommet de ma forme, vraiment. J'ai eu beaucoup d'obstacles puis de challenges. Puis c'est plate un peu dans un certain sens, mais ça m'a permis de développer une force de caractère puis de persévérance et de résilience vraiment, vraiment hors du commun, je vais le dire comme ça. Fait que c'est beaucoup des histoires comme ça. J'ai beaucoup d'athlètes qui ont des challenges, que ce soit au niveau mental dans leur préparation, mais tu sais, il y en a beaucoup. Là, j'ai une de mes athlètes en ce moment qui revient d'une blessure à un genou. Fait que j'ai beaucoup d'athlètes qui ont des doutes puis qui tombent dans des moments où leur motivation est vraiment basse. Puis surtout, en plus, on est dans une pandémie. Tu t'imagines le melting pot, c'est pas nécessairement facile d'être un athlète en ce moment. Fait que j'utilise beaucoup de mes expériences olympiques, que ce soit 2014 ou 2018, que ce soit aussi de vivre et de skier aux côtés de Michael, par exemple, qui est le GOAT, c'est le meilleur de tous les temps dans notre sport. Fait que tu sais, juste de cette expérience-là, de comment Mick était tellement pro dans son approche, là, que ce soit physique, mental, émotive, tu sais, Mick, c'est ce qui a fait qu'il est devenu l'athlète qui est. Fait que beaucoup de ce savoir-là puis cette expérience-là que je partage aussi avec mes athlètes, c'est ça, essayer de les garder sur le droit chemin puis juste c'est ça de prendre mon expérience des obstacles que j'ai eu puis l'adversité que j'ai traversée pour leur dire de pas lâcher, baisser les bras puis de garder en tête que je suis là pour les aider. Le plus gros turn-up, c'était 2014 ou 2018? Ça dépend ce que tu entends par turn-up.
Ben, le plus gros party, parce que tu sais, tes premiers jeux, c'est sûr que tu fais le party, là, tes deuxièmes jeux, mais là, t'as vu les premiers jeux, mais là, t'es plus vieux pis t'as plus d'expérience, fait que peut-être que le party est plus gros. Fait que moi, je me demande, est-ce que ton plus gros party, parce que vous autres, votre compétition, c'est les genre les 2-3 premiers jours, so, après, vous chillez, là. Fait que les plus gros parties, c'était 2014 ou 2018? Ouais, on est blessé, on est vraiment chanceux parce que comme tu dis, on compétitionne au début des jeux, fait que nous autres, on a déjà notre stress qui retombe, la poussière qui retombe rapidement, puis après ça, on peut côtoyer les autres athlètes, aller voir les autres événements, puis faire le party, comme tu dis. Je pense qu'il y a eu des scoops déjà de d'autres athlètes, mais pour moi, personnellement, 2014, ça faisait la fête. De 2014, je pense que le scénario puis le setup autour de Sochi Ouais. était prône à faire le party. Il y avait beaucoup d'ambiance. Puis comme tu dis, c'était mes premiers jeux aussi. Fait que j'ai essayé d'en profiter à 100%. J'étais célibataire aussi dans le temps, donc en plus, ça ajoute à Sochi, exact. Pyeongchang était un peu différent aussi. Là, j'étais un peu plus d'expérience. J'ai fait un peu de télé aussi en parallèle à Pyeongchang aussi. Fait que j'ai fait un peu moins le party. Puis je pense qu'aussi le setup, comment les distances étaient un peu plus éloignées. Fait que d'aller d'une place à une autre, c'était plus compliqué. Puis j'étais blessé aussi à Pyeongchang. Donc j'avais une déchirure croisée antérieure pendant cette période-là. Donc, j'ai compétitionné, mais tu sais, tout le monde sait bien que quand t'es blessé, mélanger l'alcool, c'est peut-être pas le meilleur scénario. Ouais. Puis j'allais me faire opérer tout de suite après les Jeux Olympiques. Donc j'ai moins bu, j'ai moins fait le party. Je veux dire, j'ai fait le party, mais j'ai fait avec une certaine sagesse, on va dire ça comme ça. T'as été raisonnable. J'ai été raisonnable, ouais. Mais Sochi, j'ai pas été raisonnable. Ça a été cool. Ça a été vraiment, vraiment le fun. Puis de rencontrer tous les autres athlètes, je pense à Sochi, j'avais pas cette expérience-là, puis j'étais très très plus gêné, puis j'idolâtrais peut-être toutes les autres athlètes aussi, j'étais super impressionné. Fait que ça c'était cool. Mais qui t'a rencontré que t'as fait oh shit, c'est lui ou c'est elle? Ben, je pense que mec en a parlé aussi, mais les joueurs de la Ligue nationale. Ça, ouais, il était pas à Pyeongchang, mais à Sochi, de rencontrer les boys de NHL. J'ai une photo avec Taze. J'ai texté un peu avec Taze par après, aussi après les jeux, pour lui souhaiter bonne chance dans les playoffs. Wow. Marcher aux côtés de Kutnitz puis Crosby, la cérémonie de fermeture. Une photo avec Martin Saint-Louis qui a une petite stature, mais qui a tellement performé dans son sport. Puis moi, je suis pas quelqu'un de grand non plus. Fait tous les sportifs en général, les athlètes qui sont de petite stature puis qui réussissent bien, c'est toujours du monde qui m'impressionne puis qui deviennent un peu des role models pour moi. Fait que toutes ces gangs-là, puis tu sais, du côté des athlètes, évidemment, il y en a tellement, là, des superstars au Canada là, que ça soit les filles en hockey, mais en patinage de vitesse artistique. Yo, Tessa Virtue, là. Tess est extraordinaire, cute. Puis j'ai fait quelques entrevues avec elle aussi, qui étaient vraiment le fun. Mais il y en a tellement des athlètes, puis je veux pas en mentionner trop parce que j'ai peur d'oublier tellement de monde que je trouve vraiment génial. Moi, je DM Tessa à chaque semaine pour qu'elle vienne sur le podcast. Puis j'écris le numéro du DM. So là, je pense que je suis rendu à comme 14 ou 15. Je vais pas abandonner pour le pod du peuple. On va avoir Tessa sur le podcast. Comment ça se passe? T'as-tu eu des nouvelles? Non, c'est seen. Oh, shit. C'est vu. Mais c'est pas grave, on lâche pas. God. On lâche pas. Man. Lâche pas. Mais c'est quoi les pays, là? C'est quel pays que eux sont sur le party, là? C'est comme, si cette gang-là est là, oh, c'est un good time. Il y en a beaucoup. Là. On est tous jeunes aux Olympiques, fébriles, grosse pression qui retombe. Ça doit dépendre des sports, honnêtement. En ski de boss, nous autres, on est très proche des Français, Suédois, Américains aussi. Quand ce monde-là sont là, les Suédois, c'est des bons partiers, on va dire ça comme ça. Ah ouais. Eux, ils aiment s'amuser. Puis sont vraiment cool. C'est vraiment des bons athlètes. Puis c'est quand même de quoi qui est le fun aussi dans notre sport parce que malgré qu'on est extrêmement compétitif,
dès que la compétition est terminée, je pense que tout le monde est capable de tourner la page puis de faire le party, puis tout le monde est des bons chums. Je pense que c'est quelque chose de classique à travers le sport amateur. Là, je pense que j'ai entendu Septu, tu parlais un peu de ça aussi. Laurie Blouin mentionnait aussi ce genre de choses-là. Là. Dans nos sports, on a une belle connexion avec les autres athlètes, puis il y a pas trop de hate. Ça, c'est vraiment le fun. Fait que ça, c'est cool. On est capable, parce qu'évidemment, on voyage à travers le monde ensemble. Fait que c'est le fun tu t'entraînes, tu compétitionnes, puis après ça, ben, tu peux aussi profiter. Tout le monde est des bons chums. Fait que c'est nice. Mais tu vois, quand je regardais toutes les affaires, puis toutes les affaires que vous faites, là, puis les villes que vous visitez avec le championnat du monde, etc., etc., c'est quoi la ville qui t'a fait le plus capoter, là? Oh man, tu sais, on visite pas tant que ça. Souvent, on se déplace pour une compétition, on est là 3-4 jours. Mais une ville que j'ai toujours trippé à chaque fois que j'y vais, tu sais, je viens de Québec. Fait que c'est pas la métropole. C'est pas Montréal. Mais quand je mets les pieds à Tokyo, là, c'est un changement de scène là, vraiment, vraiment radical. Là. C'est vraiment trippant. Je pense que le choc culturel est vraiment le fun aussi. Puis toute la scène, vraiment. Il y en a pour tous les goûts, je pense, à Tokyo. Puis c'est ça qui est le fun. J'ai eu la chance d'aller dans des restos d'athlètes japonais de leur famille. J'ai eu la chance de me promener dans les districts financiers, districts plus de mode, puis de faire le party un peu là-bas aussi. Juste de se promener dans les gares de train, là, juste ça, c'est une expérience en tant que telle. Là. Ça vaut quasiment la peine de prendre une journée pour aller se perdre. Là. Tu comprends rien trop de ce qui se passe. Fait que pour moi, ça a été une super riche expérience, ça, Tokyo. Là, ça t'amène une dimension vraiment différente de ce que tu as comme image du monde au complet, honnêtement. Mais Tokyo, là, vous êtes des méga stars, là, quand vous arrivez là-bas. Là. Tokyo, dans le sens que le ski acrobatique, contrairement à, mettons, ici, quand il y a le ski acrobatique, les gens, ils en parlent presque pas, mais à Tokyo, les gens sont comme, yo, les boys sont dans le building, là. Ouais, j'aime ça comme tu le dis. Surtout Mick au Japon, il y a une crowd qui le suit. Dès qu'on arrive à l'aéroport, il y a plein de caméras, puis souvent, je débarque l'avion, puis prends ses bagages, puis je marche avec Mick, puis il y a comme 5-6 caméras journalistes qui le suivent un peu partout. Mais oui, il y a un beau crowd au Japon. Là. On a souvent les mêmes fans qui reviennent année après année, qui prennent des photos, nous amènent des cadeaux. C'est vraiment nice. Il y a cet enthousiasme-là qui est comme nulle part ailleurs. Au Québec, on a un beau crowd aussi. On est bien suivi. On est un des sports amateurs peut-être que le plus de visibilité. Fait que merci à Mick, à Alex, aux pionniers comme Jean-Luc Brassard Toi auparavant. aussi, ma man, toi aussi. Moi aussi par moment. Fait que oui, non, c'est ça. On a un bel crowd, puis on est bien suivi. Fait que continuez encore à nous suivre de près. Là, il y a une Coupe du Monde à Tremblant qui sera au mois de janvier, j'imagine, si le circuit peut avoir lieu. Fait que c'est cool. On a besoin de ça pour notre sport, pour le sport amateur, ben, pour tous les sports amateurs, mais pour le nôtre aussi. Mais t'as-tu un peu des updates par rapport à ça? Parce que me semble que le ski acrobatique, c'est un des sports que la distanciation sociale n'est pas un problème. Ouais, ben je suis moins un peu dans la Dans ce sphère, loop-là, évidemment, ouais. là, dans le loop du ski de boss. Je le suis à l'échelle locale là, aux États-Unis puis tout ça, mais je crois aux dernières nouvelles là, que le circuit de Coupe du Monde est supposé reprendre et d'être normal, on va dire. Là. Il va peut-être avoir certains ajustements quand les athlètes voyagent en Chine ou s'il y a des événements qui sont un peu trop rapprochés, il va peut-être avoir des mini quarantaines, on va dire, des mini périodes d'isolation. Mais aux dernières nouvelles, je pense qu'ils sont supposés reprendre les Coupes du Monde en décembre sur un pace normal là, de faire OK. les mêmes compétitions autour du monde. Ouais. Fait que, tu sais, je croise les doigts parce que je pense à Mick Jean puis à tous mes amis sur l'équipe canadienne. Puis hey, ça doit être tough être un athlète. Là. Tu sais, le fait que Tokyo a été repoussé pour les athlètes d'été, c'est rough de vivre dans cette incertitude-là. Puis le fait d'essayer de s'entraîner sans trop avoir d'objectifs, là, t'as été un athlète aussi, puis tu coaches. C'est vraiment pas facile de rester motivé. Fait que je leur souhaite de tout cœur que la saison va avoir lieu le plus naturellement possible, sans trop de pépins puis de curveball. Moi, je vais être forever grateful
t'as dit, ah, blablabla, Mick est un athlète, mais toi aussi, t'es un athlète, tu sais, aïe, 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 Ben oui, aïe. t'as joué au foot, Mais oui, là, t'es un gros hockeyeur aussi, là, ben, tu joues du gros hockey, puis je vois que t'as toujours des assists puis des buts, là, à la KR Classic. mais oui, ça, on va continuer d'en parler jusqu'à l'année prochaine. J'ai marqué un des plus beaux buts de l'histoire de la classique sans faire exprès. Mais ça, c'est pour une autre journée. Est-ce que tu joues au hockey un peu? T'es-tu bon dans d'autres choses que ski boss? J'ose croire que oui. Ouais, je fais beaucoup de sport. Hockey aussi quand j'ai la chance. J'essaie de me trouver une ligue ici à Vel là, qui va peut-être prendre son envol cet automne, en tout cas j'espère. Mais sinon, je suis super actif. Là. Je me mets à des sports un peu plus de plein air maintenant. J'essaie de diminuer je suis comme vélo de montagne, hiking. Tu sais, je suis dans les grosses montagnes en ce moment, fait que je profite de mon terrain de jeu beaucoup. J'ai joué au soccer beaucoup quand j'étais jeune. J'ai joué au foot aussi, qui l'a cru, avec non! petite stature. Mais ouais, j'ai joué au foot au Petit Séminaire de Québec, à Québec. Puis c'était cool. Fait que oui, je fais beaucoup de sport, honnêtement. Je trippe pas mal dans n'importe quel sport. Puis honnêtement, je sais que c'est encore quelque chose que non, je parle ma parole, mais j'essaie de vraiment m'assurer que mes jeunes sont multisports. Yo, ma man a dit je parle ma parole. Yeah! Je te vole tes quotes. Ouais, je veux tellement que les jeunes soient multisports parce que ça a été de la manière que moi j'ai grandi quand j'étais jeune. Puis avec un grand frère aussi, j'avais pas le choix d'essayer de le suivre dans tous les sports. Fait que c'est beaucoup quelque chose que je préconise dans mes techniques de coaching en ce moment, puis que j'encourage aussi là, à chaque fois que j'ai la question entre essayer de devenir vraiment spécifique ou continuer à élargir toutes ses habiletés sportives. Fait que moi, je suis encore de même à 30 ans, à 31 ans aujourd'hui, je joue à plein d'affaires tout le temps, puis je suis tout le temps dehors. Fait que c'est de quoi qui me passionne. Yeah! Vous pourriez assurer la pérennité. El Perinadatos. Bon, j'essayais de parler en pleine langue, puis ma langue m'a fourchu dans ma bouche. Ma langue a dit, Kev, sit your ass down. Là, j'ai mal à la bouche, là, parce que j'ai essayé de dire une affaire en espagnol, puis god damn. Mais tout ce que... Ah, get, j'ai mal pour vrai. Ouch! C'est donc bien compliqué de parler espagnol. J'ai cassé ma mâchoire, vous en voudra dire pérennité en espagnol. Ow! Damn! Attends, donnez-moi 2 secondes, là. Prendre une gorgée d'eau. J'ai vraiment fucké ma mâchoire. Vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant une tuque, une casquette, une tasse ou les jerseys sans restriction sur le zonekr.ca. Rendez-vous là puis encouragez le pod. Let's go baby, on retourne Yo, ma mâchoire est fucked. Ow. Ow. On retourne écouter ma main man Phil Marquis baby. Si tu pouvais choisir ton foursome de golf, ça va golfer, puis tu peux choisir 3 autres personnes pour venir golfer avec toi, tu choisis qui? Ouh, c'est une bonne, ça. Mick serait le fun. Je prendrais Mick, un gars de ski. Je prendrais probablement mon chum Eric, un ami de Québec, un de mes meilleurs potes qui a toujours été là derrière moi, qui m'a suivi malgré que j'ai toujours été éloigné de Québec. Puis peut-être un pro. Je trouverais ça cool d'avoir un pro golfeur. Genre Tiger? Savoir lequel. Tiger serait cool, mais je pense pas que Tiger serait le genre de gars que t'aurais le plus de fun avec. Fait que je pense que j'irais pour quelqu'un comme un Ricky Fowler, là, quelqu'un qui est colorful, là, qui en donne, qui amène de l'énergie, qui peut avoir un good time. Donc ça serait un bon foursome. Puis ce serait hâte de voir quelqu'un, un pro. Là, ce serait fun de voir quelqu'un qui rate pas, là, qui chaîne pas ses coups puis qui close the pin tout le temps. Là. Est-ce que quand parce que moi, mon problème, là, c'est sur mon drive, je slide tout le temps à gauche. Moi, c'est ça mon problème. Toi, t'as-tu des problèmes de... Moi, je frappe la balle, mais elle slide à gauche. Toi, t'as-tu des problèmes au golf?
Ben moi je slice un peu à droite. Fait ensemble on pourrait trouver le juste milieu. Mais non, tu sais, je suis pas pire golfeur honnêtement. Je joue pas beaucoup parce qu'au States ça coûte vraiment cher. Là. Les rondes c'est comme 100-150 US. Fait que c'est vraiment Ah trop cher. ouais! Mais je vais vraiment souvent au driving range. Là. Tu sais, je me suis pris une passe de saison au driving range. Fait que quand je finis mes journées de coaching, là, à 6-7 heures le soir, je m'en vais jouer une petite heure de driving range. Puis c'est plus raisonnable pour le portefeuille. Mais non, écoute, je suis bien fan. Là, c'est cool de voir le sport qui reprend aussi. Il y a beaucoup de golf à la télé, évidemment, hockey, basket et tout ça. Fait que j'essaie de suivre un peu plus ça aussi avec intérêt. Parce que là, ta bière par excellence, The One, là. Mais toi, tu viens à la maison, Ouh, c'est quoi? C'est The One. The One. Écoute, ben, j'aime bien les micros. On a tellement des bonnes micros au Québec. The One, ça serait probablement la IPA du Nord-Est, de Boréal. Je pense que c'est probablement celle-là. Fait que si Boréal m'écoute, il va m'envoyer une caisse au Colorado, ça serait nice. Yo, mais on va s'arranger pour que ça arrive. Ça, c'est un classique, je pense, qui satisfait ma soif. Puis quand je vois mes chums, c'est un classique. Très hot, très hot. Bon, là, parce que là, habituellement, on joue au jeu des équipes, mais là, t'as pas d'équipe. Fait qu'on peut jouer pas d'équipe, au jeu. La fois, t'es comme équipe Canada. Fait que la fois, je vais te nommer quelqu'un de l'équipe Canada, puis la fois, tu peux me raconter une histoire par rapport à ça. OK. Numéro 1, Alex Bilodeau. Bilodeau. Écoute, l'histoire avec Bilodeau. Tu sais, Bilodeau a toujours été un peu plus un solitaire. Il a fait beaucoup d'entraînement par lui-même, mais il a toujours été un bon modèle puis un bon exemple pour nous autres, les jeunes, la manière qui s'entraînait. Puis ça, c'est cool. J'ai pas vraiment d'anecdote, mais juste, je pense, son leadership. Il a été un bon modèle pour les plus jeunes. Puis il a vraiment mis la barre haute, je pense, pour toutes nous quand on a fait nos premiers pas sur l'équipe nationale. Fait que pour ça, je pense qu'il a donné le ton, puis il a fait en sorte que l'équipe canadienne a été vraiment dominante là, de 2010 à 2018. OK. Les Sœurs du Four-la-Pointe. Les Sisters, c'est vraiment fascinant ce qu'ils sont capables d'accomplir, les 3 SDL. Avoir 3 sœurs dans le sport, puis de performer à ce niveau-là. Puis encore aujourd'hui, Maxime a pris sa retraite pour étudier en médecine, mais Chloé puis Justine sont encore là, fortes au sommet des rankings. Fait que c'est vraiment cool à voir. Honnêtement, c'est fascinant, puis je leur souhaite la meilleure des chances pour le futur. Quelqu'un qu'on parle jamais, là, Kim Lamar. Kim, je l'aime, Kim. C'est vrai, puis tu l'as pas eu encore sur le podcast. Ça serait une bonne à avoir sur le podcast. C'est une courageuse, c'est une battante. Elle est vraiment cool. C'est toute qu'une poker player aussi. Ah! Fait qu'un petit coup, ouais. Puis elle est vraiment nice. C'est vraiment une passionnée. C'est une fille de Québec, fait que tu sais, notre crew de Québec, on s'aime beaucoup là. On se tient beaucoup ensemble, on s'entraîne beaucoup ensemble. Puis Kim, c'est une perle, là. C'est un ange tellement fine. Puis je la salue, puis tu devrais l'avoir sur ton podcast, ouais, t'en apprendrais. Elle jardine beaucoup, elle joue au poker, puis évidemment, elle fait tout ce qu'elle peut pour continuer à skier le plus possible. Ben là, tu vois, j'ai une note là. J'ai une note jardine, poker, Kim Lamar. Je vais la DM tantôt. Let's go. Mark McMorris. Je connais pas beaucoup Mark, puis honnêtement, c'est genre d'athlète qui m'intimide un peu. Il est tellement une beast, là. Je trouve que sa carrière, tout ce qu'il a traversé, c'est tellement une beast, puis il a tellement un statut de superstar qu'à chaque fois que je suis dans la même pièce que lui, j'étais un peu comme hésitant de le saluer puis tout ça. Mais je connais bien son frère Craig, qui est un peu moins connu, mais j'ai fait beaucoup de trucs, des capsules vidéo avec Craig McMorris. En 2016, j'ai travaillé avec Radio-Canada aux Olympiques de Rio. Puis on était ensemble, on co-animait un show qui s'appelait Rio on the Edge, qui était sponsorisé par Samsung. Fait qu'on était co-host, lui en anglais, moi en français. Puis fait que j'ai passé 3 semaines avec le frère de Mark McMorris, puis on a tout fait ce qui était imaginable de faire à Rio.
c'était vraiment, vraiment épique comme 3 semaines de shooting. Très nice. OK. Dara Howell. Ah, boy, Dara non plus, c'est pas quelqu'un que je connais beaucoup. Je pense qu'elle est sortie un peu de nulle part quand elle a gagné les jeux en 2014 qu'elle a gagné. Mais on s'entraîne pas beaucoup avec eux autres. Je pense que c'est quelqu'un qui est fierce, là, qui a tellement de volonté aussi. Là. Elle a eu beaucoup, beaucoup de blessures, puis elle revient tout le temps en force. Puis ouais, elle est vraiment badass. Là. Elle a comme pas de limite. Là. Elle throw des gros tricks. Puis c'est cool de voir les filles pousser leur sport à ce niveau-là. Fait que Dara, c'en est une qui a poussé beaucoup son sport. Je sais que t'as pas skié avec lui, mais vous êtes probablement croisés-ish. Jean-Luc Brassard. Jean-Luc, c'est l'idole de notre génération. Là. Fait que Hein? Marc-Antoine, si on pointe le doigt sur une figure marquante qui nous a vraiment incité à se plonger dans le sport, ben c'est Jean-Luc. Fait que Jean-Luc, je pense que Jean-Luc, ça va être un beau modèle pour moi aussi parce que c'est quelqu'un qui est très articulé. C'est quelqu'un qui a un beau knowledge, des belles connaissances sur le monde du sport, là, pour avoir travaillé un peu avec le Comité olympique canadien, puis pour avoir été impliqué de différentes manières avec les médias aussi. Fait que c'est vraiment quelqu'un que j'ai en haute estime puis qui est un modèle pour moi, que j'aimerais beaucoup passer plus de temps avec lui, honnêtement, puis essayer de tirer un peu plus de son savoir puis tout ça pour m'aider moi à progresser puis à aller plus loin dans mes démarches, que ce soit avec le Comité olympique canadien ou éventuellement peut-être un retour faire plus de choses dans les médias. Toi, tu dis Jean-Luc, mais moi, mon idole de ce sport-là, la personne qui m'a fait faire oh shit, moi, c'est Jennifer Isle. Shit. Jennifer Isle? Ouais. Oh Lord. Jen a dominé. Jen a dominé le côté féminin pendant tellement d'années. Puis, puis elle a fini deuxième. Elle a gagné à Turin en 2006. Puis elle a fini deuxième aux Jeux de Vancouver en 2010. Toute une carrière. Puis c'est vraiment quelqu'un qui a été... qui a vraiment poussé le sport féminin au Canada, puis qui a été une légende, là, honnêtement. Là. C'est cool, tu sais, du monde comme elle, là, ça a été une belle transition pour nous. Ça nous a permis d'avoir des subventions un peu plus grasses là, pour nous permettre justement d'avoir accès à des meilleurs établissements, des ressources, puis pour que nous autres, de 2010 à 2018, on soit capable de prendre les rênes puis de vraiment amener notre sport à un autre niveau. OK, ben là, j'ai gardé Mick pour la fin, là. Fait que le dernier, c'est Mick. Of course. Mick, j'en ai des histoires, par exemple. Là, on pourrait parler de Mick. Je l'ai gardé pour la fin pour ça. Mick, c'est... je vais commencer avec des éloges, puis on pourra aller dans le cas plus... plus deep par après, mais Mick, c'est quelqu'un que j'ai vu grandir. T'sais, on a commencé à skier ensemble, on avait peut-être 12-13 ans, puis on se côtoyait sur le circuit provincial. Puis évidemment, on a comme chacun dominé nos âges respectifs. Puis éventuellement, on s'est comme rejoint sur l'équipe nationale, fait qu'on se connaissait déjà beaucoup. Puis je pense que ce qui m'avait marqué quand Mick avait fait l'équipe nationale, c'est oui, il était bourré de talent, mais il était immature au bout. Il y avait pas zéro expérience, c'était pas grave vraiment de cuisiner tout seul, c'était pas, il partait de loin. Puis pendant toutes les années que je l'ai côtoyé, comment il est devenu mature, puis comment c'est devenu un bon modèle pour les jeunes de n'importe quel sport, mais les jeunes skieurs, c'est vraiment vraiment nice comment il s'implique, comment il redonne, puis c'est devenu quelqu'un de vraiment, comme je disais un peu plus tôt dans le podcast, de vraiment pro dans son approche. Mm-hmm. Mais j'ai tellement eu des moments forts. Tu sais, j'ai vu Mick pleurer, il m'a vu pleurer. On a partagé des moments de détresse, puis on a partagé des highs là, comme c'est pas possible. Là. J'ai été là, sa médaille d'argent à Sochi, évidemment. J'ai été là pour sa médaille d'or à Pyeongchang aussi, évidemment. On a fait un triplé historique en 2015 au championnat du monde. Qui a été ça, c'était fou raide là, c'était malade comme expérience, puis tu sais toutes les célébrations puis les parties qui vont avec ces succès là sont complètement malades. Puis d'un autre côté, ben tu sais, j'ai vu Mick dealer avec de la pression comme c'était pas possible là. La pression sur ses épaules en 2018 ça faisait aucun sens.
est inconcevable. Tu sais, c'est probablement l'athlète canadien que s'il gagnait pas, ça allait être une défaite. Fait qu'il partait déjà avec l'idée ou la pression du public, des médias, des gens autour de lui, que la seule chose qu'on s'attendait de lui, c'était la victoire. Puis à son honneur, il rend les choses, il démontre que les choses, ou en tout cas visuellement, ça a l'air plus facile que ce l'est, mais il y a de la grosse compétition. Puis j'ose croire que pendant plusieurs années, j'étais sa grosse compétition aussi, puis je l'ai poussé beaucoup. Puis je croyais à certains moments que j'étais capable de le battre, puis j'ai été dans le top 5 au monde pendant 4 ans aussi. Fait que ça, c'était cool à l'interne, mais internationalement aussi, des athlètes qui ont poussé fort. Puis c'était vraiment nice de le voir gérer ces situations-là. Puis après les Jeux de Pyeongchang, justement, on a chacun fait un peu notre tournée médiatique qui a terminé aux petites heures du matin, mais que ça finissait plus, évidemment, après sa victoire. Puis on l'a tout attendu, tout le team, avec le staff, on l'a attendu jusqu'à comme 4 heures du matin. Wow. Pour avoir une beer avec lui, puis célébrer avec lui. Puis c'est probablement un des plus beaux moments que j'ai partagé avec lui. Quand on était à la Maison du Canada aussi, pendant les Jeux de Pyeongchang, c'était cool aussi. T'sais, c'est un moment de célébration avec tous les fans, avec tout le staff. Puis c'était comme le dernier moment qu'on était toute l'équipe ensemble en 2018, parce qu'on savait que notre coach allait terminer son contrat cette année-là. Puis moi, après les Jeux olympiques, je retournais au Québec pour me faire opérer. Fait qu'on a chacun versé une bonne larme là, pour de nostalgie, sachant que c'était comme une page qui se tournait. Puis moi, j'allais prendre ma retraite éventuellement, Marc-Antoine aussi. Fait que Michael, c'était probablement le seul de notre corps, de notre fondation, qui a commencé en genre 2010. Là, puis c'était le seul qui allait continuer jusqu'en 2022. Fait que c'était des moments vraiment forts. Puis c'est encore un gars avec qui je garde contact beaucoup. Puis c'est le fun de le voir évoluer, comme tu as dit, de l'athlète immature au début, de voir maintenant que c'est le leader, puis c'est le capitaine. Moi et Mick, on parle, on est tout le temps, on est des fans de hockey, puis on parle souvent de sport. Puis c'est comme si quand j'ai pris ma retraite, j'ai pris mon capitaine, puis j'ai mis le C sur son chandail, puis il a vraiment pris cette responsabilité-là, puis il le fait vraiment avec passion, puis il le fait avec honneur, et c'est un super leader en ce moment pour tout le team puis les jeunes athlètes. Man, moi là, il va falloir qu'on fasse un part 2 for damn show, il va falloir qu'on fasse un part 2. Il va falloir qu'on fasse un part 2, toi et Mick, en même temps sur le pod, parce que c'est le fun de t'écouter parler. Ça serait cool, ouais, ça serait cool. Ouais. Puis tu sais, juste, tu sais, t'entendre me parler de cette dernière soirée, yo, got me emotional and shit, je suis comme, ok, man, tu sais, on oublie souvent que le sport amateur, parce qu'on dit que, moi j'ai ça dire sport amateur, là, je le dis plus parce que je trouve que c'est whack, mais que le sport qui est pas à la télévision aussi souvent que le hockey, on oublie les humains derrière cette stigmatisation de ces sports-là. Donc non, je trouve ça le fun d'écouter parler, man. Ah, t'es bien fin. Non, c'est ça, il y a beaucoup de, tu sais, de la manière que les médias fonctionnent aussi, mais de la manière aussi que le sport olympique fonctionne, c'est beaucoup cyclique, tu sais. Les Olympiques restent l'événement, tu sais, mère et père de ce mouvement-là, puis c'est ce qui a le plus d'attention, puis ce qui est le plus prestigieux pour un athlète. Fait que, c'est ça, on parle des Olympiques, mais à travers de ça, comme tu dis, là, il y a des athlètes formidables, puis toi, tu fais un job vraiment cool, vraiment extraordinaire avec Bruno puis tout ton team de recevoir des athlètes qu'on connaît moins. Puis chacun et chacune ont tellement des histoires le fun, puis tu te rends compte que finalement, de te rendre à ces sommets-là aux Olympiques, puis la gloire de ces moments prestigieux-là, c'est vraiment pas linéaire, là, puis tout le monde a eu des épreuves tellement tough, puis c'est une vraie montagne russe d'émotions, puis fait que c'est cool de donner une voix puis une plateforme pour ces athlètes-là. Je te félicite, puis je t'encourage. J'aimerais ça faire un part 2, man. 100%, on fait un part 2. On fait un part 2 genre à la fin de la saison ou au début de la saison prochaine de hockey, là, se faire un petit preview NHL en même temps de parler des petites anecdotes qu'on a, là. Ben ouais, écoute, je pensais bien devenir millionnaire avec ma perfect bracket, mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. Yo, je pense qu'il y a personne qui a gagné ce million-là, là.
Mais c'est tellement sec là, de voir que le hockey recommence. Puis écoute, indirectement par ricochet, moi je peux bifurquer sur l'Avalanche du Colorado. Ouais. Que j'habite au Colorado. Ah, c'est vrai, c'est comment le vibe en ce moment avec l'Avalanche puis tout leur équipe de fous là? Écoute, ça parle pas beaucoup, pis c'est poche parce que ça parle pas beaucoup de hockey. Ça parle pas beaucoup de baseball, ils ont les Rockies. Ça parle pas beaucoup de NBA, ils ont les Nuggets qui sont en playoff en ce moment. Là, qui sont sur le bord peut-être de se faire éliminer, mais ça parle pas beaucoup de sport honnêtement. Puis c'est peut-être parce que justement, je suis loin de Denver, mais qu'il y a pas de fans, tu sais, il y a pas de fans dans les arénas. Puis je suis pas non plus la personne qui check le plus la TV, mais ouais, ça parle pas beaucoup de ça. Mais moi, l'Avalanche, honnêtement, je pense qu'ils ont un gros team là. Ils ont mal commencé contre Dallas, mais puis ils ont 2 Québécois avec Gérard puis Bellemare. Fait que je sais pas si tu les connais. Oui, Gérard il est venu à la classique KR 3. 4. Samy, on l'aime beaucoup. Yeah, puis il joue du gros hockey, je pense qu'il joue bien de ce temps-ci. Fait que c'est cool. Je peux suivre au moins l'Avalanche, même si les Canadiens sont éliminés. Fait que Avalanche puis les Canucks, là, let's go. Il faut une équipe canadienne aussi qui garde le fort. Yo, les Canucks sont bons, puis les Canucks sont for real. Ils sont quick, ils sont jeunes. Ouais, ils sont for real, t'as raison, man. Les Canucks, ça, c'est qu'est-ce qu'on était supposé être Canadiens rendus à ce temps-ci après avoir drafté tous nos jeunes. Ouais, mais écoute, il y a plus d'espoir autour du Canadien qu'il y en avait il y a 6 mois. Fait que, 100%. Yes. Mais ma main man, je ferme ma bouteille de rhum, puis je te dis un gros merci. Puis yo, on se donne des nouvelles, mon gars. Dès que tu viens en ville ou dès que t'es à proche de Laval ou que je suis proche de Québec, puis t'es à Québec, on va prendre une microbrasserie. For sure, Kev. T'es bien smart. Bien hâte de te voir, man. Good job avec le pod. Yo, j'ai un beat dans la tête depuis le début du nouveau confinement, puis je chante cette chanson à chaque 2 secondes. Donc, partner du pod Bruno, il faut arrêter la musique. No, tell me what you want, really want. No, tell me what you want, really want. I wanna, really. Ah! Yo, j'ai ça dans la tête depuis le début du 2e confinement. C'est pas capable de sortir. Genre, je panique. Mais, yo, Mel B, c'était la meilleure, là. Mel B, là. Represent, là. Mel B MVP, là. En tout cas, un autre MVP, c'est Phil Marquis. Merci d'avoir donné ton temps, ma man. Je sais que je t'aime beaucoup. All my heart. T'es un modèle à suivre, un modèle de positivité. Puis j'ai hâte d'aller prendre une bonne bière avec toi, là, de pouvoir jaser plus. Parce que les 2 fois qu'on s'est parlé, premièrement, un c'était FaceTime, puis l'autre c'était chacun chez soi sous le pod. Donc j'ai vraiment hâte de te croiser pour vrai de vrai bientôt. Maintenant, vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant les tucs, casquettes, jersey, tasses sur le zonekr.ca. Allez dans le catalogue, trouvez les items sans restriction et ça s'en va directement sur le podcast. Et non seulement ça nous permet d'acheter du matériel, de payer le local, mais ça nous permet aussi de faire des dons. Parce que ceux qui ne le savent pas, nous on a fait un don pour une fondation qui aide les enfants des Premières Nations avec tout ce qui se passe au Québec. En ce moment, nous, après le podcast avec Bridge Laquette, on a pris sur nous pour faire un don. Puis ça, c'est un don qui vient de ce que vous achetez sur la plateforme zonekr.ca. Lorsque vous êtes dans le catalogue, les items sans restriction. Puis je trouvais ça pertinent de vous le dire parce que c'est comme un don du peuple, c'est le pod du peuple. Donc c'est un don qu'on fait en équipe. Tous les dons qu'on va faire, puis je trouve ça vraiment important d'en faire beaucoup avec ce podcast-là parce que quand on dit pod du peuple, c'est pas juste pod du peuple, blablabla, c'est un hashtag. C'est vraiment notre podcast à nous. On vous suit, on vous lit, on vous... man, tout ce que vous nous envoyez, on s'abreuve de tout ça. Donc, merci. Continuez à nous suivre sur Instagram. Partagez le podcast dans vos stories Instagram. On les reposte toutes, mais ça permet aux gens qui connaissent un petit peu moins le podcast de faire « Ah! Il me semble que j'irai écouter quelques épisodes. Il y en a 69. » Donc, merci beaucoup. Je vous aime, puis on se voit vendredi avec... c'est qui vendredi? Ben, vous verrez. Bye!